Allez, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui est crucial pour ceux qui rêvent un peu de larguer les amarres, d'acheter un bateau. Qu'est-ce qu'on vérifie avant d'acheter un bateau? Enfin, qu'est-ce qu'on vérifie quand on va acheter un bateau? C'est un sujet qui est vraiment très important et qu'on va voir aujourd'hui. Alors ensuite on va te donner 5 points essentiels à vérifier avant d'acheter ton bateau. Évidemment il y en a d'autres et si vraiment tu connais rien, on va toujours te dire de faire appel à un expert, mais déjà tu peux vérifier tout ça par toi. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Il faut bien que vous pensiez une chose avant d'acheter un bateau, c'est plus vous allez acheter un bateau avec des travaux à faire, moins vous allez naviguer. Plus tu achètes un bateau ancien, plus possiblement tu vas avoir des travaux à faire et moins tu vas être sur l'eau à apprendre, moins sur l'eau à découvrir et à t'amuser. Bricoler, évidemment, ça peut être aussi un plaisir. Vous savez que moi, j'adore particulièrement bricoler et j'aime ça parce que ça me permet aussi de connaître mon bateau en profondeur. Un bon compromis, c'est un bateau dans les années 2000, le polyester était mieux connu, c'était bien construit. Attention, après quand tu commences à monter dans les années, vous allez dire bah tiens, bateau neuf. Moi je trouve que les coques deviennent de plus en plus fines. Et il y a eu certaines années après 2000, autour des 2005-2010, il y a des séries de bateaux qui ont des coques très fines, donc vous allez vous retrouver avec des bateaux qui sont pas super solides. Voilà pourquoi moi, je vous préconiserais un bateau autour des années 2000 pour commencer. C'est très bien, sauf si vous avez envie de bricoler. Allez, grand 1, on recommence avec l'état de la coque. Alors, l'état de la coque, c'est super important de regarder. Donc, pour vérifier l'état de la coque, il va falloir que tu sortes le bateau de l'eau. Si tu ne sors pas le bateau de l'eau, que tu vas voir sous l'eau, tu vas pouvoir voir des choses, mais pas aussi bien que si tu le sors de l'eau. C'est là qu'on va pouvoir voir s'il y a des cloques d'osmose, s'il y a des... Voilà. Première chose à vérifier, évidemment, c'est déjà si tu as des fissures sur la coque. Donc, il faut bien vérifier, en fait, au point de jonction. Les points de jonction, tu vas avoir le safran, tu vas avoir la quille. Tout ça va falloir vérifier. Est-ce que tu as des fissures? Est-ce que tu as des impacts? Voilà, si tu as des impacts par exemple sur la quille, ça peut signifier que le bateau a pris des jetons, donc que le propriétaire a talonné. Donc ça peut te donner un indice déjà sur ta coque. Au niveau de l'osmose, je vous disais, c'est pas une fatalité. Tous les bateaux un peu anciens vont être sujets à l'osmose si ça n'a pas été traité. Moi, vous voyez, par exemple, sur mon bateau, c'est pour ça que ça me fait rire parce que j'ai des commentaires sur la chaîne qui me disent « Ah ouais, il y avait de l'osmose ». Non, moi j'avais pas d'osmose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bateau a été traité à l'époxy. C'est-à-dire que quand ton bateau commence à avoir des bulles d'osmose, les bulles d'osmose, tu peux pas les louper. Alors je sais souvent, on va te dire « Ouais, mais alors, ça peut être caché ». Je sais que ça fait peur un peu l'osmose, mais l'osmose, c'est un phénomène qui est connu, donc on sait ce qui se passe. Ce qui est bien avec un bateau en polyester, c'est que tu peux réparer. C'est-à-dire que tout simplement, même si tu as un trou dans la coque, d'ailleurs, ça peut t'arriver, tu te prends un container, tu as un énorme trou dans la coque, ça se répare. Donc là, pour l'osmose, c'est pareil, il n'y a rien d'irrémédiable. Alors souvent, on va te parler de trucs qui font très peur, genre, ouais, mais ta coque, elle peut être délaminée. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Je vais pas te dire, ça arrive jamais. Ceci dit, depuis que je suis petit, je fais du bateau avec mes parents. Des bateaux, on en a vu un paquet. J'ai jamais vu de bateau. Pourtant, t'en vois, hein. Tu peux même aller voir des fois des bateaux qui sont très vieux, qui sont prêts à partir à la casse. Tu vas voir les coques en polyester, tu as de l'osmose à mort. C'est rare que tu vois un bateau que la coque est complètement foutue. Les mecs, pour les casser, les coques, faut y aller. Donc, tout ça pour te dire que la plupart du temps, c'est réparable. Donc, l'osmose, tu vas l'avoir tout de suite quand tu vas sortir le bateau de l'eau, tu vas avoir des cloques. Mais c'est pas une fatalité. Ceci dit, l'état de ta coque, tu vas vite voir, à toi de prendre la décision. Si tu prends un vieux bateau qui a de l'osmose, moi perso, je peux pas partir comme ça. Tu peux pas te dire, allez, tant pis, on va naviguer 2-3 ans comme ça, à moins que tu comptes après te débarrasser du bateau et juste t'en servir pour, je sais pas, aller aux Caraïbes, et puis après le bateau, tu t'en débarrasses. En disant aux gens, attention, il y a de l'osmose, puis c'est eux qui s'en occuperont. Ok. Attention aussi à la revente. Va pas revendre un bateau qui a de l'osmose en essayant de cacher le truc. Faut toujours être honnête, si tu achètes un bateau qui a de l'osmose et que tu traites pas, tu vas le revendre avec de l'osmose, donc tu vas le revendre moins cher. Ça, tous ces points-là, c'est à prendre en compte. Ta coque, en gros, qu'est-ce qui peut être problématique? Tu peux, par exemple, il est vrai, sur les anciens bateaux, ils faisaient des coques en sandwich polyester et balsa. Si y a eu un gros impact et que tu as de l'eau qui est rentrée complètement dans toutes les intercoques pendant, je sais pas, 2-3 mois, et que tout ton balsa est humide à l'intérieur, là, ça va être des gros travaux. C'est arrivé à des abonnés à moi. C'est partir sur des gros travaux. Et le problème, c'est qu'en fait, alors,
tu peux faire appel à un expert, mais l'expert va pas forcément voir ça comme ça. Ça se voit pas, en fait, tu vois, moi par exemple, si j'avais sorti mon bateau de l'eau, parce que je l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce que, bon, de toute façon, moi je voulais ce bateau. Je voulais celui-là, je me suis dit, quoi qu'il se passe, je veux ce bateau. Attention, ça fait des années que j'ai eu plusieurs bateaux, donc je sais ce que c'est d'avoir des bateaux comme l'ancien Corail qui était pré-clé en main, et des bateaux où je vais avoir des travaux dessus. Celui-là, je le savais, mais je voulais ce bateau. Je me suis dit, tant pis, il y a un problème à la coque, bah, je réparerai. Il faut rester 5 mois à terre, je resterai 5 mois à terre. Voilà, c'est une passion, mais je peux me le permettre, entre guillemets, parce que je connais, et aussi parce que j'ai passé des moments formidables sur des bateaux géniaux où je faisais zéro travaux. Ah, donc là, ça m'amuse un peu aussi. Mais attention, si tu pars là-dessus, c'est des gros travaux. Alors une coque qui est imbibée d'eau, c'est chaud après, bah faut patienter beaucoup, il va falloir peut-être aller traiter le balsa à l'intérieur. C'est un gros boulot. Le problème, c'est que ça, tu le sais pas forcément. Plus tu vas prendre un bateau ancien, plus tu prends le risque finalement d'avoir des problèmes, des varangues humides, voilà. C'est pour ça que tu débutes, tu as envie d'un bon petit bateau. Il vaut mieux prendre un plus petit bateau des années 2000 qu'un plus gros des années 80. Ceci dit, pour conclure sur l'état de la coque, tu peux vraiment demander à ton vendeur, est-ce qu'il a fait un traitement époxy? Est-ce que le bateau a eu un traitement époxy contre l'osmose? Et s'il te répond oui, qu'il y a eu un traitement contre l'osmose, un traitement époxy, là tu peux te dire que tu peux partir en sérénité. Et encore faut-il que le traitement a été bien fait. Et là tu peux mesurer avec un petit appareil qui mesure donc le taux d'humidité dans la coque, savoir combien ta coque a d'humidité. En gros, pour un bateau qui a une bonne hygrométrie, il faut qu'il soit autour des 5%. Voilà, donc tu mesures, tu vas passer un peu de partout. S'il est autour des 5%, c'est que ton bateau, il est en très bonne forme, qu'il a une très bonne coque. Jusqu'à 10%, c'est acceptable. Voilà. Au-dessus de 10%, entre 10 et 30%, ça commence à être très chaud, et au lieu de 30%, et au-dessus de 30%, tu peux oublier, quoi. Là, c'est que ta coque, elle est vraiment imbibée d'eau, quoi. En dessous des 10%, ça reste très correct. Allez, point numéro 2, le moteur. Alors le moteur, c'est un point qui est très important. Alors pourquoi c'est important? Un ami à nous disait, des fois je dis aux copains, sur un voilier, ton moyen de propulsion principal c'est le moteur. Un voilier c'est d'abord un bateau à moteur. Voilà, alors ça va en faire hérisser des poils de ce que je vais vous dire, mais derrière ça, évidemment qu'un voilier doit être sous voile. Mais derrière ça, quelle est l'idée? C'est l'idée qu'il faut penser derrière. C'est quand on dit qu'un voilier c'est d'abord un bateau à moteur, c'est-à-dire que ton moteur, c'est un élément essentiel à ton bateau. Tu peux pas ne pas avoir un moteur qui marche bien, c'est pas possible. Parce que pour rentrer dans les ports, pour sortir des ports, et pour te sortir des situations compliquées, tu vas avoir besoin de ton moteur. Pour moi, le moteur, ça fait partie de ces équipements de sécurité, comme le radeau, comme les gilets, qui est indispensable. Donc ton moteur, il faut qu'il soit bon. Et quand tu vas acheter ton bateau, autant prendre un moteur qui tourne bien. Alors avant de passer par un expert et éventuellement par faire une analyse d'huile, donc tu peux faire ça, hein. Tu peux demander à un expert qui te fasse une analyse d'huile, donc il va prendre de l'huile dans le moteur, il va l'analyser, il va te dire la santé de ton moteur. Ça peut être très bien de le faire si tu as un doute. Avant ça déjà, tu peux regarder si ton moteur n'a pas de fuite d'huile, pas de fuite d'eau, et évidemment il faut que tu demandes à le faire tourner. C'est-à-dire que ton moteur il doit démarrer facilement, tu dois au bruit, il ne doit pas y avoir de vibration excessive, il ne doit pas y avoir d'à-coups, il ne doit pas y avoir un régime qui aussi, on va dire, ça ne te dispense pas de faire appel à un expert et de faire ton analyse d'huile. Mais déjà, si quand on démarre ton moteur, moteur il démarre mal, tu vois qu'il y a des bruits bizarres, que ton moteur il accélère, qu'il ralentit, déjà c'est des points qui devraient te faire dire, bon ok j'ai eu le coup de cœur pour ce bateau, mais là, ça se trouve alors change le moteur. Encore une fois, si tu te dis, allez vas-y, j'ai 30 000 € de budget, mais au pire si le moteur claque, je le fais changer, ou j'achète ce bateau et je mets un moteur neuf tout de suite, tu peux, d'accord? Mais attention, si tu es déjà ric-rac, dès que tu as des signes comme quoi le moteur il est pas top, next. Ensuite, on a les factures d'entretien. Alors, tu peux avoir des gens qui font tout faire et qui ont toutes les factures de leur moteur. C'est possible. Tu as aussi des gens, comme mon pote Sylvain, qui sont mécano-pro et qui font tous leurs entretiens eux-mêmes. Donc là, bah, ça dépend en fait à qui tu as affaire. Moi, je sais que Sylvain a vendu son bateau récemment. Son bateau, le moteur qu'il a, il est pas, enfin, pas dire qu'il est neuf son moteur, mais je sais qu'il l'entretient tellement bien que son moteur, il sera mieux qu'un moteur neuf parce qu'en fait, tu sais que le moteur, il a été entretenu par un mécano pro. Donc là, tu peux y aller les yeux fermés. Si tu n'as pas de facture d'entretien, c'est chaud de savoir ce qui a été fait sur le moteur. Et tu as des choses à faire sur des moteurs en fonction du nombre d'heures qu'il faut que tu respectes. Et si tu sais pas, eh ben, tu peux partir du principe que ça n'a pas été fait. Voilà, moi c'est ce que je fais. Donc par exemple, la vidange d'huile. Donc l'ancien proprio,
on se connaissait déjà depuis longtemps, etc. Donc il m'a dit ce qu'il avait fait sur le moteur. Ça n'empêche pas que je lui ai dit, bon écoute Steph, bon tu m'as dit que tu avais fait la vidange il n'y a pas très très longtemps, je vais la refaire quand même. Je lui ai dit, il m'a dit, bah ok, de toute façon ça peut pas lui faire de mal, hein. J'ai quand même refait mes vidanges, j'ai quand même fait mes filtres à gazole, j'ai quand même fait, voilà. Tout ça pour vous dire que même si tu as un doute, si tu n'as pas les factures, à ce moment-là, et même si le moteur tourne bien, moi chez toi je ferai au moins les entretiens basiques, les entretiens courants que tu sais faire, et si tu sais pas du tout faire un entretien de moteur, je te conseille vraiment de te former. Alors, tu as des vidéos sur la chaîne qui t'expliquent comment faire, et ça c'est un point important. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches te dépatouiller, il faut que tu comprennes comment ton moteur marche, ça c'est important, parce que quand tu vas être en pleine mer, si ton moteur marche pas, il faut que tu puisses te dépanner pour que tu puisses revenir. Allez, on passe au point 3, le gréement et les voiles. Alors le gréement, c'est un truc qui fait peur le gréement. Parce que tu te dis le gréement dormant, si t'as pas de facture, que le gars te dit je l'ai pas changé, ça veut dire que si tu achètes un bateau des années 2000, ton gréement peut avoir 20 ans. Normalement, on te préconise de changer un gréement tous les 10 à 15 ans. Alors je devrais pas dire ça, mais je connais personne qui change son gréement tous les 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un gréement, tu vas en avoir pour 3, 4, 5 000 euros. C'est hyper cher un gréement dormant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le gréement dormant, c'est quoi? Tout simplement, sur un voilier, tu as un mât. Le mât, si tu l'attaches pas avec des câbles d'acier, il tient pas, il tombe. On va dire que le gréement dormant, c'est tous les câbles d'acier qui tiennent ton mât. Dans ces câbles d'acier, il y a des noms. Été, auvent, bas été, etc. Mais ça, on s'en fout. En gros, tu vas aller voir ton bateau, toi, même si tu ne connais pas le terme, tu peux regarder tous ces câbles d'acier. Ces câbles d'acier sont super importants. Alors, si le gars te dit, bah tiens, j'ai changé mon gréement dormant il y a 5 ans, bon, bah banco, tu sais que tu en as pour très très longtemps. Là, tu es tranquille. Si le gréement dormant, il a 20 ou 30 ans, tu peux te dire, bon, est-ce qu'il va pas falloir un moment que je le change? Mais déjà, tu peux faire une inspection visuelle. Souvent, on me dit, ouais, il faut vérifier que tu es des gendarmes, que tu pas de gendarmes. Parce que tu te dis, les gendarmes, c'est quoi ce truc? Tout simplement, tu sais que sur la plupart des voiliers, tu vas avoir des taurons. Donc en gros, c'est au lieu que tu aies un câble métallique en une pièce, tu vas avoir en fait des câbles qui s'entourent et qui vont sur les sertissages. Déjà, ces câbles, il ne faut pas qu'il y en ait un seul qui soit pété. Si tu en as un dans le lot qui est un petit peu pété, ça peut te dire que c'est en train de tout lâcher. Donc là, tu as intérêt à changer ton gréement dormant. Et ça, le problème, c'est qu'il faut vérifier à chaque sertissage. Donc quand tu vérifies un gréement dormant, il va falloir que tu ailles à la base du bateau, mais aussi que tu montes au mât, parce qu'il va falloir vérifier à ton étage de barre de flèche, et puis en haut du mât, en fait, à tous les endroits où il y a des sertissages, c'est-à-dire des accroches pour ce câble d'acier. Le problème, c'est que souvent, ce qui pète, c'est ton sertissage, parce que comme c'est serti, toi, tu vois pas ce qui se passe dedans. Donc si dedans c'est rouillé et que tu le vois pas, et ben en fait ça peut péter. Alors effectivement, si tu vois que autour de tes sertissages c'est tout rouillé, là, qu'il y a de la rouille, ça peut te donner une indication comme quoi ton gréement est peut-être pas si bon que ça. Si tu veux être dans les clous, normalement il change tous les 15 ans. Donc en gros on appelle ça le gréement dormant parce qu'en fait c'est tous les trucs qui ressemblent à des câbles, à des bouts qui ne bougent pas. Voilà, ça ne bouge pas, c'est figé, donc ils dorment, ils sont gréement dormants. C'est le contraire du gréement courant. Le gréement courant, ça va être tout ce qui va bouger. Donc tous les drisses, les écoutes, tout ce qui va servir en fait à hisser, à tendre les voiles. Pour le gréement courant, c'est moins embêtant parce qu'en fait, si tu pètes une drisse, si tu pètes une écoute, c'est toute la corde, hein, donc du bout. Tout ce qui va être en corde, tu vas pouvoir le remplacer facilement. Effectivement, tu as une écoute de génois qui pète, c'est embêtant, mais tu vas pouvoir en urgence rouler ton génois et tu vas pouvoir changer ton écoute. Le gréement dormant, le problème, c'est que s'il y a un truc qui pète, bah souvent ça t'amène à ce que ton mât, il tombe. Ça, c'est plus embêtant. Alors, une astuce pour savoir si ton gréement courant commence à fatiguer. Quand tu tends ta voile, par exemple, tu vas te mettre au près. Tu vas tendre ton génois à fond, parce que tu veux faire du pré-serré. Tu te mets une marque au stylo pour te dire, ok, là, mon écoute, je l'ai mis ici, par exemple, à côté du winch. Donc tu te fais vraiment un endroit précis. Si tu vois que ta voile, au bout, je sais pas, par exemple, d'une heure, tu as besoin de retendre. Si tu vois que, par exemple, ton trait, il a bougé, ça veut dire qu'en fait, ton boot, donc ton écoute, commence à être un petit peu élastique. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que tout ce qui est drisse, écoute, faut pas que ça soit élastique, parce que quand tu fais un réglage, faut pas que ça bouge. Contrairement aux amarres, là, tes amarres, il vaut mieux qu'elles soient élastiques. Normalement, les bouts, les cordes que tu vas utiliser pour les amarres vont être un peu souples, parce que justement, ça va encaisser les mouvements du bateau. Voilà, donc c'est comme ça que tu vois si un boot est mort ou pas, si une écoute, une drisse est morte ou pas, c'est son élasticité. Ensuite, on va voir tout ce qui est voile. Alors les voiles, en fait, tes voiles, tu vas regarder, il faut vraiment que tu fasses attention à tout ce qui est couture
de voir si les coutures sont pas abîmées, si les coutures sont en bon état, si elles sont pas pétées. Tu peux regarder s'il y a eu des réparations sur la voile. Ton tissu doit être assez souple. Si tu as un tissu qui est tout dur, si tu as un tissu qui te paraît tout vieux, bah, ça se voit vite visuellement. Alors encore une fois, quand tu vas visiter ton bateau, il va falloir que tu sortes les voiles. Première étape, c'est que de toute façon, quand tu vas visiter ton bateau, la première étape, c'est le coup de cœur. Si tu n'as pas le coup de cœur, c'est pas la peine d'acheter ton bateau. Il faut vraiment que le bateau, ce soit un coup de cœur. Mais si tu as le coup de cœur, après, tu vas vérifier tous les points que je te dis. Les vannes, les passe-coques, ta coque, c'est super important de vérifier que tout va bien. Mais on va dire que avant tout ça, il faut quand même que tu aies le coup de cœur. Après, tu vas visiter, est-ce que les agencements sont bien, est-ce que le bateau te plaît, est-ce que tu as le coup de cœur. Et après, ça vaut le coup d'aller, si tu veux, chercher à comprendre si la coque est bonne, si tes voiles, si ton gréement dormant est bon. Ça sert à rien d'aller te faire toute une inspection si déjà tu n'as pas le coup de cœur. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Allez, on passe au fond du bateau, aux varangues, aux passe-coques et aux vannes. Alors pour les passe-coques et les vannes, là, je suis vraiment catégorique. Quand tu achètes un bateau, il faut que tes vannes et tes passe-coques soient très récents. Voilà. Alors souvent on dit entre 5 et 10 ans. Moi j'aurais tendance à te dire, si t'es pas sûr que le propriétaire te donne pas une réponse claire. Moi j'ai demandé à l'ancien propriétaire, tu as fait quand les vannes et les passe-coques. Donc il y en a un, il m'a dit, ah bah celui-là je l'ai fait telle année. Les autres, on a dû les... C'était pas clair. Moi il est clair que là, je change tout. La première chose que je fais, les vannes et les passe-coques, donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu as dans un bateau, tu as forcément, si tu as un bateau avec un minimum de confort, tu vas avoir besoin de prise d'eau de mer. Par exemple, pour le moteur, il a besoin de prendre de l'eau de mer. Les toilettes ont besoin de prendre de l'eau de mer pour nettoyer les toilettes. Et puis, tu as aussi des sorties, comme les chiottes et le moteur qui vont rejeter de l'eau. En tout ça, tu vas avoir donc ta coque et on va percer un trou dans la coque. Et dans ce trou-là, on va mettre un passe-coque, qui permet en fait de passer la coque pour ne pas laisser la fibre à nu. Et puis dessus, on va mettre une vanne pour pouvoir fermer ou pas cette arrivée d'eau. Ça, il faut vraiment que ça soit neuf, parce qu'avec ça, tu peux faire couler le bateau. Une vanne qui pète, t'es sûr que ça rentre. Tu peux regarder, j'ai fait un vlog avec mon pote Nico qui a ouvert pour nettoyer son capteur. Là, tu vois l'eau à la vitesse où elle rentre. C'est hyper rapide. Donc, ça, les vannes et les passe-coques, il faut les changer. Moi, je serais d'avis que tu sors ton bateau pour la première fois, pendant que tu y es, à moins que le propriétaire te dise, bah voilà, je viens de les faire, j'ai les factures, tout a été fait, tout est neuf, bon, nickel. Mais si déjà ça commence à remonter à 7, 8 ans, fais-les, comme ça tu prends pas de risque. Allez, on passe aux varangues. Alors les varangues, c'est quoi? Ton bateau, quand tu le prends dans le sens de la longueur, là, il va y avoir en travers des renforts. C'est ce qu'on appelle les varangues. Les varangues, c'est un élément structurel qui est hyper important. C'est même le plus important, enfin le plus important. On va dire que ça participe vraiment à la rigidité de ta coque. Et c'est là que tu vas pouvoir voir si ton bateau a subi ou pas. C'est-à-dire que si tu commences à regarder les varangues, donc ces gros trucs-là, ça faut que tu vérifies. Alors oui, tu peux faire appel à un expert. De toute façon, ce que je te dis là, je te conseille vraiment, même si tu fais appel à un expert, d'être parano avec ton bateau, c'est-à-dire ne fais pas 100% confiance à l'expert à qui tu appelles. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu fasses toi un contrôle et en plus que tu fasses venir un expert, plutôt que de juste faire confiance à toi-même ou à l'expert. Vaut mieux deux avis. Mais là, toi, il faut vraiment que tu vérifies. On a des abonnés qui ont fait appel à un expert, il a fait l'expertise du bateau, c'est un expert sérieux, il a inspecté tout le bateau, il a dit ça va, le bateau est bien. Et quand eux, ils ont soulevé le frigo, sous le frigo, il y avait une varangue, et cette varangue est pourrie. Et ça, c'est grave parce qu'une varangue pourrie, ça peut vraiment abîmer ton bateau. Ça peut vraiment contribuer à ce que ton bateau s'abîme grave. Tu vois, l'expert n'avait pas vu. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que l'expert ne va pas aller te soulever un frigo pour avoir les varangues. Par contre, toi, quand tu vas visiter le bateau, tu vas demander à voir les varangues. Donc si tu sais qu'il y en a une sous le frigo, tu vas aller la voir tout de suite. Les varangues, en gros, il faut regarder est-ce qu'elles sont fissurées. Est-ce qu'il y a eu des traces de réparation? Ça se voit vite, hein. Même fait par un pro, tu vois s'il y a des traces de réparation. Donc ça peut te dire que le bateau il a pu talonner. Si tes varangues elles sont pourries, qu'elles sont pas dures, ça veut dire que tu as une infiltration d'eau qui fait qu'elles pourrissent tes varangues. Tout ça te donne des signes qu'il y a un gros travail structurel à faire. Encore une fois, oui, un bateau, tout se répare sur un bateau, hein, mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est combien de temps je vais accorder à mon bateau à sec, en dehors, à pas naviguer. Parce qu'avec des travaux comme ça, tu peux rester 1 an, 2 ans à terre. D'accord, voire plus. Donc il faut vraiment te poser les questions, est-ce que mon but c'est de naviguer, de voyager, ou de partir sur la rénovation d'un bateau? Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a vraiment toi ce que tu as envie de faire, et encore en bateau, c'est là où on a la liberté de faire ce qu'on veut, et donc fais-toi ce que tu as envie. C'est pareil pour quand tu vas sortir ton bateau et que tu vas vouloir le réparer, tu vas avoir
de conseils, beaucoup de gens qui vont t'encourager, beaucoup de gens aussi qui vont te décourager en te disant bah, alors là vous avez un boulot, vous n'êtes pas prêt de retourner à l'eau. Mais encore une fois, c'est ton choix, c'est ta liberté, c'est ton bateau, c'est tes envies à toi. Moi, j'adore en ce moment être au carénage, j'ai réparé tout mon bateau et me le refaire comme j'ai envie moi. Je refais ma barre à roue à neuf, je refais mes prises de riz parce qu'il n'y en avait pas. Je suis en train d'installer mille et une choses que j'ai envie d'installer sur mon bateau. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais partir avec, il va être exactement comme moi j'ai envie. Mais si j'avais envie de partir, on va dire, tout de suite, par exemple pour une transat là, eh ben, j'aurais peut-être pas pris ce bateau là, ou j'aurais gardé l'ancien et je serais parti faire ma transat et je serais revenu acheter le bateau plus tard. Allez, on parle des fonds du bateau. Les fonds du bateau, il faut que ça soit propre, il faut pas que ça soit humide, il faut pas que tu aies de traces en fait d'huile, de rien. Et une petite astuce, tu peux te baser sur l'odeur. Tu sais, des fois tu rentres dans des bateaux, il y a une odeur un peu bizarre. Ça veut dire que potentiellement le bateau, dans les fonds, tu peux avoir par exemple de l'humidité qui reste un peu souvent, et donc tu as une odeur un peu bizarre d'humidité. C'est pas forcément un gros problème, mais ça veut dire que tes fonds sont régulièrement humides et que c'est un bateau qui va être humide. Donc ça peut être pas super top. Donc si tu vas, quand tu regardes tes fonds, normalement ils doivent être propres, ils doivent être secs. Et tu dois pouvoir tout soulever, tu dois pouvoir regarder tes fonds. Et surtout, base-toi sur ton nez. Si ça sent pas bon, te dis pas, tiens, ça doit être les chiottes. Ou... Non, si ça sent pas bon, c'est qu'il y a de l'humidité dans ce bateau. Et là, il faut que tu cherches d'où ça vient. Tu vois, sur le mien, par exemple, l'ancien proprio, il faisait bien les choses et tu n'as pas d'odeur. Tu n'as pas de cette odeur un peu vieillie, vieux, humide, parce que tu n'as pas d'humidité dans les fonds. Et c'est un bateau, bon, c'est vrai il est assez grand, il est relativement pas humide, mais c'est vrai que tu n'as pas cette odeur bizarre qu'il y a dans certains vieux bateaux. Et ça, il faut vraiment te méfier. Tu ne dois pas avoir d'eau dans les fonds, sauf dans les bateaux en bois. Mais si tu débutes et que tu achètes un bateau, je te déconseille un bateau en bois ou un bateau métallique. Je te conseille comme premier bateau un bateau polyester. Je sais que alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et c'est ça aussi la liberté du bateau. Mais si tu veux, les bateaux en polyester sont réparables facilement. Les bateaux en polyester, l'entretien est relativement facile. Tu vas pouvoir naviguer facilement. Tu ne te lances pas dans des gros trucs. Les bateaux métalliques et les bateaux en bois, c'est un entretien permanent. C'est des ennuis qui peuvent vite venir. Et si tu n'as pas une connaissance parfaite de ces matériaux, je te déconseille vraiment de te lancer là-dedans. Le bateau bois, il faut avoir une connaissance parfaite des bateaux bois. Il faut savoir qu'un bateau bois, s'il a été en dehors de l'eau, quand tu vas le mettre dans l'eau, tu vas avoir 100 litres d'eau au fond qu'il va falloir pomper. C'est comme ça un bateau bois, parce que le bois se gonfle d'eau pour devenir étanche. Donc déjà, il faut le savoir. Un bateau métallique n'a pour moi d'intérêt que si tu comptes un jour aller dans les glaces, aller dans le Grand Nord, aller dans le froid. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. C'est pas plus solide en mer qu'un bateau polyester. Donc vraiment, tu n'as pas d'avantage à avoir un bateau autre que polyester, sauf si tu as un programme très spécifique. Et donc si tu es débutant, tu ne sais pas encore ce que tu vas aimer. Donc pour l'instant, prends le temps. Donc pour l'instant, pars sur un bateau polyester. Pendant que tu y es et que tu vérifies les fonds de ton bateau, c'est important évidemment de vérifier les boulons de quille. Donc tu sais que... Alors, mon bateau est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de boulon de quille, vu qu'en fait tout est pris dans la strate, mais la plupart des bateaux, tu vas avoir une quille, et tu vas avoir des boulons en fait, comme n'importe quel bricolage, quoi. Tu vas avoir des boulons au-dessus qui sont donc dans les fonds du bateau. Et là, il va falloir que tu vérifies que tes boulons de quille sont en bon état, qu'il n'y a pas de rouille excessive, qu'il n'y a pas de soucis sur les boulons. Tu vérifies, est-ce qu'ils ont été déjà démontés? Tu peux voir s'il y a eu déjà un problème avec la quille, si elle a déjà été déquillée. Si tu vois que l'écrou est bien abîmé, ça veut dire que le bateau a déjà été déquillé. Donc voilà, tout ça peut te donner des indications. Les boulons de quille, il faut que tu puisses y avoir accès, il faut que tu puisses regarder. Le cinquième grand point à vérifier, c'est ton intérieur et ton confort intérieur. Alors ça, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, est-ce que le bateau est humide? Je t'ai dit tout à l'heure qu'une odeur d'humidité, une odeur un peu bizarre, c'est pas normal dans un bateau. Un bateau, il doit avoir une odeur assez neutre. Tu peux avoir des parfums, tu peux avoir des odeurs voilà, des encens, ou voilà, si ton ancien proprio il met de l'encens tout le temps, ok. Mais des odeurs d'humidité, tu vas vite les repérer, et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que ton bateau il est humide. Tu peux aussi te baser sur les traces, vérifie bien toutes les traces au niveau des vaigrages, au niveau vraiment des hublots, vois si tu n'as pas d'humidité, parce que ça, plus ton bateau va être humide, plus il va être inconfortable. Ça va devenir très inconfortable de vivre dans un bateau humide. Encore une fois, il y a plein d'astuces pour enlever l'humidité d'un bateau,
mais de base, il y a aussi sa conception et la zone où tu vas être. Alors je vous ai dit dans un autre tuto que la cuisine c'est un lieu super dangereux. Il y a un autre truc dangereux, c'est les installations électriques. Une installation électrique mal faite peut amener ton bateau à prendre feu. Les deux grosses causes de feu dans un bateau, ça va être la cuisine et l'électricité mal faite. Voilà. Donc l'électricité, il faut que tu vérifies, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que le tableau électrique est bien fait? Est-ce que tout marche? Voilà. Essaye, si tu peux, d'aller voir les câbles électriques. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de bidouilles? Est-ce que c'est d'origine? Est-ce que c'est aux normes? Est-ce que tu as bien, si c'est le 220 par exemple, un 30 milli qui peut péter? Est-ce que les câbles électriques n'ont pas été coupés, remis avec, est-ce qu'il n'y a pas des sucres? Voilà. Tout ça, il faut que tu puisses y accéder, il faut que tu puisses le voir et que tu comprennes comment marche l'électricité sur ton bateau. Comment marche le 12 volts? Comment marche le 220? Il faut que tu essayes tous les boutons. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tiens, bah ça marche pas. Pourquoi? Parce que si par exemple tu as un feu de mât qui ne marche pas et que tu n'as pas vérifié, tu vas acheter ton bateau, puis la première nef de nuit que tu vas faire, tu vas faire ah bah tiens, ça s'allume pas. Bah oui, ça s'allume pas parce que ça marchait déjà pas de base et que tu n'as pas vérifié. Et après, quand il va falloir que tu montes en tête de mât, remplacer ton feu et voir si c'est pas le câble qui est pété, il va falloir que tu changes ton câble, je te dis pas. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir que tu rajoutes dans le temps que tu veux passer à bricoler ton bateau. Dans le confort, évidemment, mais là je ne peux pas vous le dire à votre place, c'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as besoin sur un bateau. Et souvent, c'est pour ça que je vous dis attaquer sur un petit bateau. Tu vas attaquer sur un petit bateau de 7 mètres, tu vas avoir zéro confort. Mais tu vas voir ce qui te manque le plus. Par exemple, tu vas être dans un bateau de 7 mètres, tu vas te dire, putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir une douche. Et ça va être là où tu vas développer ce besoin d'avoir une douche dans ton prochain bateau et une douche avec de l'eau chaude. Tant que tu n'auras pas fait ça, tu ne peux pas savoir. Si tu attaques avec un bateau de 15 mètres, avec tout le confort à bord, tu vas avoir plein de trucs qui vont être complètement inutiles, des trucs comme un dessalinisateur, alors qu'en fait tu vas te rendre compte que tu fais que du côtier. Et si tu fais que du côtier, avoir un dessal c'est inutile. Et pourtant ton dessal il va falloir que tu l'entretiennes. À l'achat du bateau, eh ben, tu as payé le bateau plus cher parce qu'il a un dessal, alors qu'en fait tu n'en avais pas besoin. C'est pour ça qu'attaquer avec un petit bateau, ça te permet de voir où sont les manques de confort. Et ça c'est important. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours d'attaquer sur un petit bateau parce que c'est plus réactif, parce que tu vas le payer moins cher, parce que si tu as des rénovations à faire, ça ira aussi plus vite. Voilà. Si tu achètes tout de suite un grand bateau, un gros bateau, alors oui, il y a cet adage qui te dit petit bateau, petit souci, gros bateau, gros souci, mais c'est surtout qu'en fait souvent ça vaut quand c'est ton premier bateau parce que tu ne sais pas où vont être les soucis, et surtout pour suivre, pour inspecter tout ton bateau, c'est beaucoup plus rapide sur un petit que sur un gros. Mais bref, une fois que tu auras mis tes besoins de confort, ben, tu vas savoir si ton bateau, il a le nombre de couchettes que tu veux, s'il a la cuisine que tu veux. Et je vous dis toujours, préférez un bateau un petit peu plus récent, des années 2000, mais peut-être un peu plus petit, plutôt que d'aller prendre un bateau de 12, 13, 14 mètres des années 80. Parce que oui, c'est des excellents bateaux, mais c'est des bateaux qui demandent une expertise, qui demandent à connaître un petit peu. Et surtout, c'est des bateaux qui vont t'apporter des problèmes que tu vas pas forcément encaisser quand tu es débutant. Tu n'as pas envie, quand tu es débutant, de forcément passer 6 mois à t'occuper de la coque de ton bateau. Tu vas avoir envie de naviguer et c'est tout à fait normal, tu as le droit, à moins que dès le départ, tu aimes bricoler. Et dernier conseil, puisqu'on parle de l'humidité, ton bateau, je te conseille fortement de l'inspecter sous une forte pluie ou après une forte pluie. Mais si tu arrives à aller le voir un jour où il y a énormément de pluie, c'est top. Alors ouais, je sais, tu vas me dire, attends, pourquoi faire? Bah pour justement inspecter les entrées d'eau. Moi, ce qui est bien, c'est que le mien, je suis allé le voir en pleine tempête. Le lendemain, il y avait tempête, c'était des pluies diluviennes, et ça m'a permis de voir est-ce qu'il y a des problèmes d'infiltration d'eau sur les hublots ou ailleurs. Voilà. Donc j'ai vite vu qu'en cabine arrière, effectivement, il y avait un goutte-goutte. Et je me suis dit, bon, bah là, il va falloir que je me démerde. Mais est-ce que c'était grave? J'ai regardé, en 24 heures, il a plu, je sais pas combien de temps. Non, c'était juste un petit goutte-goutte de temps en temps. Je me suis dit, ok, c'est probablement la console. Bon, là, il y a telle entrée, telle entrée. J'ai pu vite me dire, ok, c'est pas grave, mais il va falloir que je le traite, ce que je suis en train de faire d'ailleurs là. Et sur le reste des hublots, où c'est plus chiant, parce qu'il faut que tu changes tous tes hublots, c'est chiant, il n'y avait pas d'infiltration, donc t'es quand même tranquille. Et un bateau, faut par définition que ça soit étanche, parce que quand tu vas te prendre des paquets de mer, quand tu vas te prendre de la pluie, quand tu vas être dehors, faut que ton bateau il soit le plus étanche possible. Évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est des points qui sont primordiaux. Il y en a d'autres, mais c'est les 5 points qui me semblent absolument nécessaires, qui me semblent primordiaux à regarder avant d'acheter ton bateau. Il faut vraiment que tu regardes ça. Et après, ça t'empêche pas, si tu valides toi-même toutes ces étapes, derrière, de prendre un expert pour que lui te fasse un rapport sur d'autres trucs peut-être que tu n'as pas vu, surtout si tu es débutant. Ça te permettra aussi de te tranquilliser, ça te permettra
de pouvoir accéder à des assurances que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas de rapport d'expertise. Et ça te permet aussi de te mettre au clair avec le vendeur. Pourquoi pas de négocier le prix si tu vois qu'il y a des problèmes que tu n'avais pas vus. Mais moi, avant d'appeler un expert, déjà, je vérifierai tout ça. Et une fois que tu as vérifié tout ça, alors peut-être à part on va dire, de sortir le bateau de l'eau, parce que ça va te coûter de l'argent, et souvent le propriétaire va te faire payer toi. Alors dans certains ports, ils acceptent de juste soulever le bateau de l'eau. Déjà, tu peux le faire soulever de l'eau, inspecter déjà, regarder, ok, le faire remettre à l'eau. Mais déjà, tu as tout le reste de l'intérieur que je t'ai dit de vérifier. Si tu coches pas toutes les cases, sache que rien n'est rédhibitoire, mais ça va te demander beaucoup de temps. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous regardez sur votre bateau quand vous l'achetez, ou ce que vous avez regardé sur votre fidèle compagnon avant de l'acheter. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne, spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com, et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!